Hey, bonsoir tout le monde, bienvenue à cette émission de Brochu en direct en ce lundi 16 mai. Une belle journée à Montréal et actuellement à Chambly, là, c'est des gros orages. Il y a un peu partout au Québec, surtout là, en tout cas dans la région de Montréal, beaucoup d'orages. Alors, ce soir, j'ai pour vous Jean-Jacques Nantel qui va venir nous parler principalement de deux sujets. Le chemin Roxham. Et en deuxième partie, il va venir nous parler aussi du nationalisme ukrainien et avec M. Nantel, comme vous le savez, on peut aussi dévier et parler de bien d'autres choses. M. Nantel est tout le temps, nous apprend tout le temps des choses intéressantes d'un peu partout du globe. Pourquoi j'ai fait venir M. Nantel aussi? Parce que M. Nantel, je vais juste vous partager avant de vous le présenter, c'est que M. Nantel a fait... deux petites secondes. Oui, Jean-Marc, ajouter à la diffusion. Donc, M. Nantel, vendredi, a publié sur sa page Facebook que je suis régulièrement une publication concernant le chemin Roxham. Alors, je vais vous le lire. Ça va être l'introduction avant de vous présenter M. Nantel et ça va introduire M. Nantel. Alors, mais pourquoi le fédéral a-t-il réouvert le chemin Roxham? Cela révèle deux choses claires. D'abord, cela veut dire qu'il est tout à fait possible et même facile de fermer le chemin Roxham. Ensuite, cela veut dire que le fédéral a fait exprès de réouvrir cette voie d'entrée pour les immigrants illégaux qui restent à 75% au Québec. Tout cela dans le but d'affaiblir et d'appauvrir ce dernier en lui créant des problèmes qui n'existeraient pas si les réfugiés illégaux étaient obligés de passer par les postes frontières habituels où ils sont systématiquement refoulés. Notons en passant que les États-Unis sont plus riches que le Québec et que les individus y sont mieux protégés par une charte des droits et libertés supérieure à la nôtre. Il n'y a donc aucune raison pour que le Canada d'accepter ces réfugiés illégaux qui devraient tout danger pour eux. Alors, c'est ce qui m'a fait téléphoner M. Nantel, avec qui je parle régulièrement, et je lui ai demandé de venir nous parler de ce sujet-là. Et par la suite, c'est le titre de l'émission, pourquoi le nationalisme ukrainien est bon et le Québec, le nationalisme du Québec est mauvais. Alors, c'était M. Nantel qui pouvait nous répondre à cette question-là. Alors, M. Nantel, bonsoir. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Écoutez, le texte que j'ai publié, effectivement, dit tout. C'est tout à fait clair pour moi ce qui se passe. J'aimerais par contre expliquer comment ça se fait qu'on en est arrivé là. Il y a quelque chose de vraiment étonnant. On le voit avec le nationalisme ukrainien. Ah, c'est parfait, il faut défendre les frontières, il faut se battre, il faut mourir. Des gens viennent de partout sur la planète pour les brigades internationales pour défendre les frontières de l'Ukraine, pour mourir, pour défendre leurs frontières. Il faut empêcher les invasions. Le peuple ukrainien a le droit d'exister. C'est l'inverse complet qu'on nous dit au Québec. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement pour qu'on en soit arrivé là? Écoutez, je vais commencer par faire deux remarques préliminaires qui sont importantes pour comprendre la comparaison, c'est vraiment frappant entre ce qu'on dit du nationalisme ukrainien et ce qu'on dit du nationalisme québécois. D'abord, il faut comprendre que sur la planète, il y a des régions qui sont un peu, moi je dis hors de l'histoire, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas un gros rôle à jouer sur l'ère internationale. Je pense notamment à l'Amérique latine. L'Amérique latine là, est complètement dehors du monde. Tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils disent, ça concerne les Sud-Américains. C'est la cour arrière des États-Unis depuis des siècles. Puis ça le sera toujours parce que l'ère habitable d'Amérique du Nord est plus grande que l'ère habitable d'Amérique latine, qui est mangée en grande partie par des forêts tropicales qui sont insalubres,
quand j'habitais au Brésil, les Brésiliens ne comprenaient pas que les Québécois, moi Québécois ou les Canadiens ou les Européens, on arrive au Brésil et on va aller voir la forêt tropicale. Puis ils disent, c'est plein de bébites, c'est plein d'araignées, puis il faut attraper des maladies. Bon. Alors, l'Amérique latine est un peu en dehors de l'histoire, puis elle ne joue pas un rôle important. Le Brésil, c'était avec les Alliés au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont envoyé quelques milliers de soldats. Enfin, c'est une farce. C'est un peu pareil pour le nord des États-Unis, Canada. Le Canada n'a qu'un seul voisin, c'est le Canada. Puis il y en aurait deux, c'est le Québec qui était devenu indépendant. Et les Américains, quand ils parlent des affaires extérieures, ils ne parlent jamais du Canada. Pour eux, les affaires extérieures, c'est la Russie, la Chine, l'Europe, l'Afrique, bon, même l'Amérique du Sud. Mais le Canada, ah oui, on s'excuse, oui, on parlait du Canada. Le Canada et les États-Unis, je ne sais pas si c'est encore vrai à cause de la Chine, là, qui a bouleversé beaucoup de choses, mais pendant très, très, très longtemps, pendant un siècle, là, le Canada et les États-Unis représentaient les deux économies les plus imbriquées au monde, les plus gros échanges. Parce que le Canada, c'est à 5000 km de long, 300 km de large, et là vit plus que 90% de la population canadienne. Et les échanges se font dans le sens nord-sud. Et de plus en plus, pas de moins en moins, de plus en plus. La seule exception qui baisse également, c'est évidemment l'unité Ontario-Québec maritime à cause de la vallée du Saint-Laurent, qui est la principale voie d'entrée de sens est-ouest de tout le continent nord-américain. Montréal est le point stratégique, le plus important, naturel, le plus important d'Amérique du Nord. Si ce n'est pas important présentement, c'est parce que les États-Unis sont dans un pays plus chaud, puis parce qu'on est envahi, puis que, bon, etc. Plusieurs raisons. Mais le Québec, c'est un peu en dehors du monde. C'est un peu, fait que le reste du monde, les Québécois ont l'impression, la loi 96, le monde entier va parler que les Québécois sont racistes, on va avoir une réputation. Ben non, ils ne parlent jamais du Canada, ils ne parlent jamais du Québec des autres pays. Quand j'habitais au Brésil, un petit détail comme ça qui est intéressant. Au Brésil et en Chine, ils passaient des... Moi, je regarde beaucoup les documentaires qui parlent de ce qui se passe en Chine, en Thaïlande, etc. Je suis souvent là-dedans, ça m'intéresse. Bon, c'est mon truc, là. Puis quand tu parlais du Canada, j'étais assis au Brésil, puis des Brésiliens ils décrivaient le Canada, ils parlaient des 7 carrés, ils parlaient des ceintures fléchées, ils parlaient des érablières, ils parlaient des... Je dis à ma femme, je lui dis, regarde, ils montrent Québec, ils parlent du Québec, ils ne parlent pas du Canada, ils parlent du Québec. Parce que ce qui est frappant au Canada, c'est le Canada, le Québec qui a une histoire vraiment particulière, et également qui est extrêmement importante au niveau géopolitique à cause de la vallée du Saint-Laurent qui nous a été volée en 1760. On ne tire aucun bénéfice de ça, on paie toutes les dépenses. C'est une vallée très facile à organiser parce qu'elle est droite, plate, amène à l'océan, bon, etc. Alors, le Québec est un peu en dehors du monde, puis c'est pas vrai que les gens dans le reste du monde, ils nous surveillent pour voir si on est en train de torturer les Anglo-Québécois. Bon. Alors que dans le cas de l'Ukraine, j'en ai parlé dans la dernière émission qu'on a fait, c'est un peu, bon, ça c'est des théories, là, mais il y a une théorie qui dit que le centre du monde, c'est le Heartland, qui est au centre, c'est l'Ukraine, la Turquie, cette région-là, là, où a commencé la Première Guerre mondiale, dans les Balkans. Bon, c'est cette région-là qui joue. Puis là, aujourd'hui, c'est un peu à côté, c'est le Moyen-Orient à cause du pétrole. Là, les Russes qui refont leur apparition. Alors, c'est un endroit très important, ce qui fait que tout le monde se concentre là-dessus. Puis évidemment, tout le monde exploite le phénomène du nationalisme ukrainien qui vient d'apparaître au cours des derniers siècles. Avant, c'était une partie de la Russie. La Russie a commencé à Kiev. Et c'est pour ça, en passant, que les Poutine et sa gang, parce qu'il n'est pas tout seul, essayaient de reconquérir les vieilles Russies. Avant, on disait les Russies. Bon, la Biélorussie. Biélorussie, ça veut dire Russie blanche. C'est une partie de la Russie. Ils sont d'ailleurs très, très proches des Russes aujourd'hui. Il y a des armées russes qui sont en Biélorussie qui pourraient débarquer en Ukraine. Puis vous avez l'Ukraine, une grande partie de l'Ukraine, qui est un terrain plat. Là, des fois, on ne voit pas la différence dans les frontières parce que c'est tellement plat qu'il y a une route où il y a un champ qui sépare les deux pays. C'est le même champ. Bon. Alors, comme c'est très important, tout le monde les utilise. Alors ça, c'est quelque chose de très important. Les différentes régions du monde, on le voit très bien sur cette image, l'Amérique du Sud est complètement à l'extérieur de l'histoire.
L'Australie est un peu à l'extérieur de l'histoire. Il y a des courants marins qui empêchent les réfugiés de rentrer en Australie, mais l'Australie est importante parce qu'ils ont des ressources. Mais ce qui se passe vraiment sur la planète, c'est ce qu'on appelle l'île mondiale, qui est l'assemblage Afrique, Asie, Europe et l'Amérique du Nord. C'est là que se font l'histoire. Mais toute l'Océanie, l'Australie, l'Amérique latine, le Canada, c'est en dehors de l'histoire. C'est les autres qui mènent. On n'a rien à faire là-dedans d'autres. Bon. Effectivement, M. Nantel, parce que laissez-moi deux petites secondes me permettre de vous interrompre parce qu'on l'a montré souvent, cette carte géographique-là, géopolitique, qui nous aide à comprendre le conflit en Ukraine, qui nous aide à comprendre pourquoi le nationalisme ukrainien est considéré totalement différent par les anglo-saxons que le nationalisme québécois. Vous allez continuer à nous expliquer ça. Mais la réponse, là, pour savoir cette différence d'attitude entre les deux nationalismes, ça se répond par la géopolitique et les intérêts du nouveau monde anglo-saxon qui doit jouer un rôle absolument important dans les 4 zones qui entourent le Heartland. Ces 4 et dans la zone bleue actuellement, l'Europe, aux frontières entre le Heartland et l'Europe, ben, se trouve l'Ukraine qui a un rôle important à jouer si les États-Unis veulent garder un contrôle sur le monde. C'est ça aussi qui joue en ce moment. Et donc, la compréhension de ce que vous êtes en train de nous expliquer, parce qu'on ne pourrait pas comprendre autrement. Il y a des éléments du nationalisme ukrainien qui seraient inacceptables au Québec. Et pourtant, les anglo-saxons, en ce moment, défendent le nationalisme ukrainien. Continuez votre explication. Ben, comme vous l'avez dit, c'est des intérêts. Comme je l'ai souvent dit, en géopolitique, la moralité, tout ça, là, ça passe un peu par-dessus. La diplomatie, là, vous négociez des intérêts. Là. Vous ne négociez pas. L'Occident, c'est sincère en passant, mais c'est également hypocrite. L'Occident défend vraiment les droits de l'homme. Ça, c'est sûr qu'on le fait. On le voit très bien avec les Chinois. Là. Les Chinois, ils se foutent complètement de tout ça, notamment en Afrique. Tout ce qu'ils veulent, eux autres, c'est les matières premières. Ils font de la business. Et puis les Africains n'apprécient pas beaucoup le racisme. Disons-le tel qu'il est, tel quel. Là. Écoutez, j'ai vécu en Chine. Afrique, en chinois, ça se dit Feizhou. Ce qui veut dire littéralement le continent erreur, le continent accident, le continent négatif. C'est ça que ça veut dire. C'est ça l'image, Feizhou. Alors que, par exemple, les États-Unis, ça se dit Meigua, qui veut dire le beau pays. Bon, le beau pays parce que les Chinois venaient aux États-Unis bâtir les voies ferrées, puis ils trouvaient le pays très beau, ils ont appelé ça Meigua. Et les Africains qui étaient avec nous, là, qui étudiaient à l'Université de Shanghai où j'étais, ils n'aimaient pas beaucoup se faire dire qu'ils étaient des gens négatifs, des gens erreurs. Bon. Alors, les Chinois ont un mépris complet pour les Noirs. C'est très, très, très marquant, très marqué. Et quand ils font des affaires en Afrique, ils ne se soucient pas des droits de l'homme. Ce qui se soucie, c'est d'avoir les matières premières. Ils font des ententes avec les kleptocrates, les voleurs qui sont au pouvoir un peu partout en Afrique. Puis ils leur donnent de l'argent, puis ils bâtissent l'hôpital. Ils font venir, ça c'est incroyable, ils font venir des Chinois. Il y a plein de monde qui pourrait travailler en Afrique, qui attendent pour travailler, qui n'ont pas d'argent, qui ont besoin de salaire, que c'est des pays pauvres. Ils font venir des Chinois de Chine, ils construisent l'hôpital, qu'ils sont entendus à construire, ils donnent les clés au gouvernement, puis ils foutent le camp. Ils vont dans un autre pays pour recommencer. Puis il y a 1 million de Chinois qui travaillent en Afrique présentement, qui font ces genres de choses-là. Alors, en diplomatie, les droits de l'homme, puis la moralité, puis les crimes contre l'humanité, c'est des trucs qu'on utilise pour défendre ses intérêts. Alors, dans le cas du Québec, les Américains préfèrent que rien ne se passe au Canada, que le Canada reste ce qu'il est, c'est-à-dire un pays calme, puis que les Québécois se fassent marcher sur les pieds tant qu'ils veulent, ils s'en foutent, c'est leurs intérêts. Si le Québec avait voté oui, qu'on avait été indépendant, là, les Américains auraient changé leur attitude, mais ils n'auraient pas changé leur discours. Ils auraient été contre l'indépendance avant l'indépendance, pendant l'indépendance, après l'indépendance, pour ne pas se mettre le Canada anglais à dos.
Mais dans les faits, ils auraient défendu le Québec parce que le Québec possède des actifs essentiels, on dit bien essentiels pour les États-Unis, que les Américains ont déclarés comme étant des actifs essentiels, c'est-à-dire la voie maritime du Saint-Laurent, l'électricité qui vient du Grand Nord, là, de la baie James, et le fait que s'il y avait des missiles qui étaient lancés pour atteindre ce qu'on appelle la côte est américaine, ils passeraient par le pôle Nord, qui est le plus court chemin, puis ça passerait par-dessus le Québec. Et puis en plus, il y a les terroristes dormants qui restent à Montréal. Alors les Américains, là, ils auraient forcé le Canada anglais à aller négocier, puis on aurait réglé avec une souveraineté association, mais on aurait été indépendant, on aurait une voie à l'ONU, etc. On aurait défendu nos intérêts et on chargerait des droits de passage sur la vallée du Saint-Laurent parce que c'est nous qui payons toutes les infrastructures jusqu'à la dernière scène. On a bâti également une foule d'infrastructures dans l'ouest du Canada avec notre argent pendant 262 ans. Fait qu'on ferait beaucoup d'argent avec l'indépendance. Bon, maintenant... Monsieur Nantel, par contre, Monsieur Nantel, juste une petite question là-dessus, juste un petit questionnement. Vous croyez que un oui à un référendum aurait permis aux Québécois d'atteindre tous ces objectifs-là de souveraineté? Vous pensez que ça aurait peut-être, oui, enclenché une dynamique, mais vous pensez qu'on aurait repris en main sans opposition? La tâche n'aurait pas été gagnée suite à un oui, là. Il y aurait... Hein? Facilement. La raison est la suivante, c'est qu'avec un oui, vous auriez une explosion de joie, d'énergie au Québec. Le Canada anglais n'est pas prêt. Le Canada anglais est prêt à tricher, à voler, à tromper pour nous garder sous son contrôle. Ils l'ont fait d'ailleurs au référendum. Jean Chrétien, qui est vendu aux Anglais, il disait au diable les règles, au diable les règles. Il faut gagner. Qui a gagné en trichant, bon, en tout cas, c'est pas grave. J'ai fait à peu près tout dans le référendum, puis ils en ont fait toutes sortes de sottises. Mais le point où j'en suis, c'est quand un peuple. Écoutez, c'est pas compliqué, mais je vais vous donner un exemple. Les États-Unis ont construit le canal de Panama. Ce sont les États-Unis qui ont construit le canal de Panama, qui est le point stratégique le plus important pour eux en Amérique parce que ça fait le lien entre la côte est et la côte ouest pour les bateaux de guerre, pour l'économie, le pétrole, tout ce que vous voulez. Les Panaméens, qui sont un petit peuple pauvre de 4 millions d'habitants, je crois, c'est 4 millions, ils disaient, c'est à nous, ça. Toute l'Amérique latine, le monde entier disait, ben oui, ça appartient que c'est ça, parce que quand ils ont construit le canal de Panama, ils ont volé le Panama à la Colombie, ça appartenait à la Colombie, le Panama. Ils ont séparé le Panama, ils ont dit aux Panaméens, on va garder la zone du canal parce que c'est nous qui le construisons. Ça a été. Ben, c'est Carter, le président Carter, en 1977, je crois, 78, qui s'est entendu avec le Panama, il a dit, oh, oui, c'est vrai, c'est à vous, le canal de Panama. Il a retiré la souveraineté américaine sur le canal de Panama, il l'a redonné aux Panaméens, puis les Panaméens ont chargé des droits de passage. Il n'y a pas eu un coup de feu, parce que c'est évident que ça appartient aux Panaméens. Puis l'armée américaine, par contre, ils ont laissé, il y a encore des bases américaines sur le canal de Panama. Puis l'entente, c'est s'il y a une guerre mondiale, on reprend le contrôle du canal. Mais là, c'est pour des questions de guerre, c'est les intérêts des Américains. C'était la seule obligation qu'ils ont fait aux Panaméens. Si le Québec devenait indépendant, c'est la même chose. La vallée du Saint-Laurent est à nous. C'est quoi cette histoire de dire, j'entends ça partout, que le Québec continuerait d'être dominé. La vallée du Saint-Laurent appartiendra au Canada anglais avec 1 mille de chaque côté. Ça, c'est Québec, Trois-Rivières, Montréal. Il prendrait tout le nord, tout l'est, tout l'ouest. On le voit en Ukraine, c'est interdit de toucher aux frontières. Qu'est-ce qui n'est pas clair dans ce qui se passe en Ukraine? On dit aux Russes, vous n'avez pas le droit de changer les frontières. Comment ça fait que c'est bon au Québec? Comment ça fait que tout le monde, oui, il aurait pris le Nord, il y aurait une guerre civile? Non. C'est extrêmement facile, on le voit en Ukraine, il est extrêmement facile, un coup que vous avez gagné par la démocratie, si vous attaquez avec l'armée canadienne, en passant, tout est organisé pour ça, hein. Il y a 2 bases militaires en Nouveau-Brunswick, il y en a 2 au Labrador, il y en a 3, 4 autour du Québec. Puis au Québec même, il y en a une à Québec, une à Montréal, puis il y en a, comment ça s'appelle, en tout cas, les avions. Alors, un coup qu'on est indépendant, on a voté oui, on a joué le jeu de la démocratie, honnêtement, avec un bon référendum, honnête, une vraie question. C'est des niaiseries de jouer avec la question. Les gens savent très bien que c'est de la séparation dont on parle. Vous avez gagné ça. Vous avez tout le monde francophone.
le monde entier, comme dans le cas du canal de Panama, qui dit, ben non, c'est un pays normal, ils font ce qu'ils veulent chez eux, ils font ce qu'ils veulent chez eux. Le canal de Panama, il y a des droits de passage, il y a des droits de passage au canal de Suez que les Français et les Anglais avaient construit, puis qui ont redonné, puis les Égyptiens font 5 milliards de dollars par année avec leur canal. C'est quoi l'histoire? Le Québec, c'est différent. C'est des sottises de propagande. Quand on vote oui, la population est décidée. La raison pour laquelle, ce qui est très important, c'est la population du Québec. Pas les États-Unis, pas la Russie, pas la Chine. Qu'est-ce que la population du Québec a décidé? La raison est la suivante, puis là, vous le voyez en Ukraine, c'est que s'ils essayaient de nous envahir avec l'armée, d'abord, il n'y a plus de retour à la démocratie. Fini. On l'a fait le jeu, là. On a fait le jeu avec 20% d'anglais sur le dos, qui nous empêche de faire tout ce qu'on veut depuis 262 ans, qui nous volent, c'est ce que j'ai dit tantôt. On le fait, on gagne, puis ah non, c'est pas bon. On va faire un référendum de correction, comme disait Jean Chrétien. Jean Chrétien, ouais. Mais là, c'est une guerre civile, là. Parce que si on joue à ça, on ne vient pas à la démocratie. Là, c'est tu as joué avec la force, on a fait la démocratie, on a gagné. Ils jouent avec l'armée, on joue avec l'armée. Puis nous, on n'aurait pas de perte. On le voit en Ukraine, c'est ça qui arrive aux Russes, une des plus grandes puissances mondiales. Les Ukrainiens les tirent à chaque fois qu'ils envoient un. Fait que le résultat, c'est que les armes, je vais en parler tantôt, à chaque époque, si les armes disponibles à une époque favorisent l'attaque, vous avez la création d'un empire. C'est ce qui est arrivé quand les Anglais nous ont envahis. Les armes favorisaient l'attaque. Quand les armes favorisent la défensive, là, vous avez la création de petites nations, de petits groupes, parce qu'ils peuvent se défendre facilement. Bon, mais je vais en parler un peu plus tard de ça. Alors, dans le cas du Québec, si on avait voté oui, l'enthousiasme des Québécois, le fait qu'on est un gros peuple, on a la taille d'Israël, Israël qui menace l'Iran, Israël qui joue un rôle important, ils vont à la Maison-Blanche, puis s'assoient avec le président, puis le président, oui, c'est vrai, on va vous donner de l'argent pour l'armée. On a un territoire, je ne sais pas combien de fois plus grand, 50, 60 fois plus grand. On tient un point stratégique d'importance centrale, puis vous auriez toute la population du Québec qui saute de joie, on a gagné, puis ah non, c'est pas bon, on va envoyer l'armée. Ah ben là. Puis là, ce qui se passe, c'est qu'ils envoient l'armée. Mais l'armée, elle voudrait au Québec. En passant, le Québec n'a pas d'armée, mais on a des soldats. Beaucoup de soldats. Puis beaucoup de soldats à la retraite. Puis dans les deux référendums en 1980 et en 1995, l'armée canadienne a dit au gouvernement canadien, vous ne pouvez pas vous fier aux soldats québécois s'il y a une guerre civile. Vous ne pouvez pas vous fier. Parce qu'évidemment, ils vont se tourner du côté du Québec. Alors, ce qu'ils font au Canada anglais depuis très longtemps, c'est qu'ils évitent de former des généraux canadiens-français pour défendre le pays. Mais aujourd'hui, c'est plus grave parce qu'aujourd'hui, comme je vais le montrer tantôt, les armes favorisent la défensive. On le voit en Ukraine. Puis là, les Russes, avec leurs grosses machines, des tanks, etc., ils se font massacrer leurs tanks. Ils se font détruire des tanks qui valent $1,5 million avec une bombe qui envoie 1000. Ben là, à un moment donné, ils vont être obligés d'accepter qu'ils n'iront pas beaucoup plus loin que le Donbass. Alors, c'est ce que je vous dis, c'est toute de la propagande qui a fini par s'insinuer dans l'esprit des Québécois. C'est du racisme si on refuse de disparaître comme peuple. Est-ce que vous entendez ça en Ukraine? Non, c'est ça. Et ça, là-dessus, M. Nantel, je veux vous entendre parler là-dessus. Parce qu'il faut l'expliquer aux auditeurs ce soir. Pourquoi on cache parce qu'eux ont vraiment de l'extrême droite qui s'est infiltrée là, en Ukraine depuis 2014, depuis la fameuse manifestation Maïdan qui a eu lieu là, où l'extrême droite a pris le contrôle de la manifestation, où le gouvernement pro-russe a dû quitter le gouvernement et ensuite, là, on est arrivé avec une série de gouvernements et le dernier, c'est Zelensky, placé par les États-Unis pour faire ce qu'on connaît là, depuis 2014 dans le Donbass. Les Russes se sont fait, une partie des russophones en tout cas, se sont fait littéralement chassés de leur territoire parce que... ils ont été tués. Il y a eu des crimes de guerre faits par les Ukrainiens avant l'intervention des Russes. Écoutez, et là, c'est là, M. Nantel, puis je vous laisse la parole par la suite. Comment on peut, en ce moment, en Occident, parce que tantôt vous disiez l'Occident, c'est vrai que l'Occident travaille pour la démocratie dans le monde, puis je suis d'accord, mais il faut faire une petite différence dans l'Occident, là. L'Occident aujourd'hui, qui est fortement anglo-saxonne,
saxon, excusez. On est tombé dans des intérêts aujourd'hui. L'ensemble de l'Occident en ce moment est pris avec les intérêts américains. Et là, on regarde Biden aller, puis on se dit, on va-tu embarquer dans le gouffre avec lui? Il y a des choses, là, nos voisins du Sud en ce moment ont des réactions très inquiétantes face à la Russie et ils se ferment les yeux sur l'extrême droite qui existe vraiment là-bas. Puis, quand on sous-estime l'influence de l'extrême droite, oui, politiquement, il représente 2-3 %, mais dans l'armée ukrainienne, depuis 8 ans, la CIA et le gouvernement canadien et anglais surtout ont recruté justement ces groupes-là parce que ce que j'essaie d'expliquer, M. Nantel, aussi au niveau géopolitique, de convaincre des gens d'attaquer une des plus grandes puissances militaires du monde, la Russie, à ses frontières, comme l'Ukraine l'a fait aussi depuis 2008, ça prend des groupes vraiment, excusez l'expression, crinqués. Et ça, là, on a procédé à des opérations comme ça et on sent une manipulation des Anglo-Saxons dans le conflit ukrainien qui est de plus en plus apparent. Et moi, comme Québécois, la seule chose que je veux dénoncer là-dedans, c'est le nationalisme ukrainien semble être mis en ce moment par nos propres nationalistes comme étant le modèle à suivre dans le monde. Puis c'est donc, je comprends pas, moi. Ce que les Ukrainiens défendent, ce que moi je défends. Moi, je n'ai jamais embarqué dans les folies de l'ère moderne là, depuis 1968. J'ai toujours été indépendant de penser là-dessus. Ce qu'ils défendent sur l'Ukraine, le nationalisme, que moi je défends au Québec, c'est ce que tout le monde a défendu pendant 100 000 ans dans le reste du monde. Tout le monde défend son peuple d'abord, les autres ensuite. On protège les frontières, on ne se laisse pas envahir, on ne fait pas vivre des gens qui viennent ici en mentant pour profiter des taxes et impôts. On agit rationnellement, puis on aide. Vous savez, qu'est-ce que je disais tantôt sur une possible invasion militaire du Canada, du Québec? D'abord, ils ne le feraient pas parce que ce n'est pas dans la nature du Canada anglais. J'ai vécu 4 ans au Canada anglais. Ce n'est pas dans leur nature. Ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment vraiment pas ça. Ils détestent le Québec. En passant, une des raisons pour laquelle ils détestent le Québec, c'est parce qu'ils nous ont fait du mal. Ça, c'est une réaction humaine tout à fait courante. Quand quelqu'un vous fait beaucoup de mal, il se met à vous détester parce qu'il se sent coupable. Puis ils en font encore plus. C'est ça qui est arrivé aux Noirs aux États-Unis. Les Noirs aux États-Unis, ils ont le droit d'être égaux, ils ont le droit d'être présidents. Les Blancs sont en maudit contre eux parce qu'ils se sentent coupables de ce qu'ils leur ont fait. Fait qu'il y en a qui veulent magnifier un gars qui a tiré sur 10 personnes hier dans un supermarché, hier ou avant-hier. Bon. Alors, c'est la raison pour laquelle ils nous détestent et qu'ils veulent nous faire disparaître, c'est parce qu'ils nous ont fait du mal. C'est très surprenant, mais les êtres humains sont comme ça. Alors, dans le cas où le Québec aurait voté l'indépendance, Parizeau, qui était un grand homme d'État, avait prévu le coup. Il disait pendant 2 semaines, on va jouer calmement, là, puis on va dire, écoutez, venez négocier, on vous fera pas mal. On n'a pas intérêt en passant. En passant, on n'a pas intérêt à nuire au Canada anglais. On a intérêt à récupérer ce qui est à nous. Ben oui. Mais on n'a aucun intérêt à détruire l'économie de l'Ontario ou des Maritimes. C'est fou. On est entre les deux, on fait des affaires avec eux. On va se tirer dans le pied comme a fait Poutine en attaquant l'Ukraine. Alors, la raison pour laquelle les Américains, les Canadiens anglais et nos élites luttent contre le Québec, je dis bien luttent contre le Québec en refusant de défendre ses intérêts. Est-ce que vous avez entendu le Bloc québécois? Est-ce que vous avez entendu le Parti québécois, Legault, monter sur leurs ergots quand les anglophones se promènent et font des manifestations au Québec? On est en train de faire un génocide parce qu'on veut renforcer la loi 101. Est-ce que vous les avez vus dire, les boys, vous profitez d'un racisme systémique depuis 262 ans, vous l'avez devant votre face tous les jours à Montréal avec les 3 universités, les 6 cégeps, la majorité des hôpitaux. Alors que le seul hôpital francophone qui existe à l'ouest du Québec pour une population franco-canadienne aussi importante que les anglo-québécois, ils ont un hôpital, puis ça fait 30 ans qu'ils essaient de le fermer, l'hôpital de Montfort, qui est à quelques kilomètres de la frontière du Québec. À un moment donné, là, pourquoi est-ce qu'ils ne défendent pas nos intérêts? Le Bloc québécois va défendre, on va laisser tomber l'indépendance, on va défendre les intérêts du Québec. Bien, qui défendent nos intérêts au chemin Roxham? C'est quoi cette histoire-là de faire rentrer des gens qui n'ont pas d'affaires à rentrer parce que les États-Unis, c'est plus sécuritaire que le Québec? Ils viennent ici pour se mettre sur le bien-être social, ces affaires-là. C'est carrément ça, là
qu'on arrête de niaiser et de dire des folies. Oh, ils sont noirs, donc c'est durable. Non, 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 non. Ces gens-là, s'ils passaient par la colle, ils seraient refoulés. Ils seraient refoulés parce que les États-Unis, c'est un pays plus riche, mieux défendu au niveau des droits de l'homme que le Canada. Alors, ils resteraient là-bas puis ils seraient refoulés comme ils sont refoulés par. Il y a une entente internationale qui dit que si vous voulez être réfugié, vous devez présenter votre demande dans le premier pays sécuritaire que vous rencontrez. Bien, dans le cas des États-Unis, c'est eux. Nous, on est en deuxième. Alors, quand les Américains n'en veulent pas parce que ce n'est pas des vrais réfugiés, puis qu'ils disent tu vas retourner dans ton pays, bien, là, ils rentrent. Puis là, il y a une affaire qui se passe, il y a des passeurs dans le reste du monde qui disent aux gens, regardez, là, tu débarques à New York comme touriste, tu t'habilles bien, là. Puis là, tu prends tout de suite tu vas au dépôt. Suite à la sortie de l'aéroport, il y a des taxis qui t'attendent. C'est écrit sur le taxi, Roxham, avec un prix, mettons, 400 $. Et ça, il faut l'expliquer aux gens. C'est un système que les autorités sont tous au courant de ça. Ils savent très bien, évidemment qu'ils savent tout ça. Il y a un paquet de trucs vraiment étranges dont on a déjà parlé par rapport à l'Ukraine, qui est un cas spécial. Je vais en parler. En Ukraine, les pipelines qui transportent le gaz et le pétrole russe, ils ne sont pas arrêtés. Ils continuent de fonctionner. L'Ukraine ne l'a pas arrêté, puis ils continuent d'acheter du pétrole aux Russes, puis ils leur payent. Ils sont en guerre avec eux. Qu'est-ce qui se passe, les boys? Est-ce que quelque chose ne va pas? Là? Bon, c'est qu'ils font de la merde, ils font tuer du monde, puis eux s'entendent entre eux. On n'est pas pour nuire à nos intérêts. Alors, c'est ça qui se passe présentement dans le cas du Québec. On se fait dénigrer, puis nos élites, le Bloc québécois qui est là pour défendre nos intérêts, normalement, ils devraient être sur toutes les tribunes pour dire on ferme le chemin Roxham, ça se ferme. Ça se ferme, ils l'ont fermé pendant la COVID. Ils ont réouvert le chemin Roxham. C'est-à-dire qu'il était fermé. Donc, c'est facile à fermer. Qu'ils le ferment et que tous les immigrants rentrent par la colle. Mais à la colle, ils vont se faire refouler parce qu'ils vont se faire refouler aux États-Unis, qui sont plus riches, puis ils sont mieux protégés aux États-Unis. Bon. Alors, c'est des trucs, c'est toujours le truc du Canada anglais qui essaie de nous noyer. Puis là, ils se disent qu'ils ont quelques années, là, s'ils sont capables pendant quelques années de faire rentrer 50, 60, 70 000 immigrants par année, bien là, le Québec, étant des natalités, ça va être fini pour un siècle. Bon, parce que ça sera encore possible, théoriquement, de faire l'indépendance par référendum. Puis l'histoire qu'on peut faire un référendum sans référendum, là, moi, je l'ai déjà dit, là, c'est ridicule. Si on n'a pas fait l'indépendance avec 50% moins 50 000 votes, on ne fera pas l'indépendance avec 33 d'ouïe ou 33 de gens qui sont pour le oui. Ça ne marche pas ça. Tout le monde va nous dire, partout sur la planète, les Québécois inclus, faites un référendum. Si c'est vrai que la population est avec vous, faites un référendum. Faites un référendum. Fait que tous ceux qui vous disent, on ne fera pas de référendum, on va prendre la majorité des députés, ils vont exiger, tout le monde va exiger, faites un référendum, point, vous l'avez fait 2 fois, faites un 3e référendum, c'est tout. Mais M. Nantel, dans cette logique-là, où on n'arrête pas Roxham, où le Québec n'a aucun contrôle sur les frontières, ils le savent, c'est Christos Syros qui l'a dit en 1995. Bien sûr. Si vous n'arrêtez pas avec vos foleries de la souveraineté, on va vous noyer dans l'émigration. Ça fait 262 ans. C'est ça, M. Nantel, qu'ils le disent et qu'ils l'écrivent. C'est écrit. Les premiers gouverneurs qui sont rentrés ici le disaient à la reine dans leur rapport, il faut faire venir des Anglais pour les empêcher de faire une révolte. Quand la révolte américaine est arrivée, là, ils ont eu peur de peur. Ils faisaient toutes sortes d'accommodements avec les Québécois parce qu'ils se rendaient bien compte qu'on était nombreux, qu'on savait se battre, qu'on avait des fusils pour chasser les outardes, ces choses-là. Alors, ils se sont dit, ça a été pendant 262 ans jusqu'à aujourd'hui. Anne Francis l'a écrit il y a quelques semaines. On va fermer des immigrants, on va les noyer, on va les détruire, puis ils vont nous aider, les immigrants, à les garder sous contrôle, puis on va les faire disparaître. C'est ce qui est écrit dans le rapport du RAM, c'est ce qu'ils disent dans les journaux, dans les magazines, dans la radio. Monsieur Nantel, ça, c'est aberrant, ça, M. Nantel. Quand Christos Syros, entre autres, a dit ça à l'Assemblée nationale et que plusieurs nationalistes se sont mis à dénoncer ce fait-là, parce que c'est un phénomène assez contemporain au Québec. Ils ont dit que c'était du racisme. Ben c'est ça, effectivement. Ben oui, mais oui. Là, je vais passer. C'est cette facilité, M. Nantel. Oui, c'est cette facilité-là que les Anglo-Saxons ont de faire ils appellent ça, je pense, de l'accusation miroir. C'est-à-dire, ils accusent leurs adversaires de ce qu'ils font. C'est ça, exactement. Puis écoutez, ils l'ont fait en masse. Là. Je veux dire, c'est quelque chose d'évident. Je vous l'ai dit tantôt. Tout le monde a ça devant le visage. Je le dis aux immigrants, moi, il y en a dans ma famille. Je leur dis, tu le vois? Tu vois qu'ils ont 3 universités, ils sont arrivés 150 ans avant nous. C'est des génies. Il y a plein de prix Nobel au Québec chez les Anglais. Non.
C'était du vol, c'était du racisme systémique, protégé avec l'armée, protégé avec la Cour suprême. Bon, on est dans un monde qui, en passant, dans le dernier siècle, il y a eu 3 épisodes où des grands ensembles se sont défaits. Première Guerre mondiale, fin de l'Empire austro-hongrois, fin de l'Empire ottoman, fin de ce que les Allemands avaient ramassé un peu partout. Deuxième Guerre mondiale, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, fin de l'Empire britannique, fin de l'Empire français, de l'Empire belge. Puis la chute de l'URSS, 14 pays qui sont apparus. Puis là, il y a toutes sortes de petits pays qui se mettent à apparaître, comme le Sud-Soudan, l'Érythrée, c'est dans les derniers 30 ans. Vous avez, comment ça s'appelle? Il y a des pays en Somalie, Somaliland, puis en tout cas, il y a toutes sortes de pays, en Afrique notamment, où ça commence à se parcellariser parce que les gens disent, si un peuple comme Israël, qui a 8 millions d'habitants, veut devenir indépendant, mais pourquoi le Québec ne pourra pas devenir indépendant? Les imbéciles, les francophones, qui nous disent que le Québec ne peut pas s'en sortir tout seul, c'est des bêtises. C'est de la propagande, c'est en tout cas. Mais ce que je vous dis, c'est que si on avait voté oui, avec un gars comme Parizeau, s'imaginer que Parizeau n'aurait pas fait l'indépendance avec 52% du vote, ça, c'est imbécile. Non, non, ça, je suis d'accord. Parizeau l'aurait fait, puis moi, je l'aurais suivi, puis vous aussi, qu'on aurait été des millions. C'était impossible à empêcher. Il y aurait eu des négociations, ça aurait été la souveraineté association, mais le Québec aurait été souverain. Avec des associations, par exemple, la voie maritime, on se serait entendu pour que ça reste comme ça, parce que les Américains l'utilisent. Et c'est le seul système Est-Ouest que les Américains utilisent. Tout le reste, c'est le Canada anglais. Fait que là, on a récupéré notre territoire. Quand ils défoncent nos routes, prenez la transcanadienne, vous avez des ornières dans la route. Si vous pensez, les taxes de qui va réparer ça? Ça, c'est des gros camions. Québécois. Ben oui, c'est des taxes fédérales. Les maritimes de l'Ontario qui passent sur l'autoroute 20, entre autres. Avec des camions chargés de briques, je ne sais pas quoi. Bon. Monsieur Nantel, continuez votre comparaison là, du nationalisme ukrainien et québécois, parce que c'est intéressant. Là, je vais essayer de faire comprendre aux gens qu'il y a un deuxième phénomène. Tantôt, je l'ai dit, là, j'ai commencé comme ça. Il y a des parties de la planète qui sont en dehors de l'histoire. Nous, on est en dehors de l'histoire. On n'ira pas, si on était indépendant, on n'irait pas se battre en Ukraine, on n'aurait pas été se battre en Corée. On y a été à cause du Canada, en tout cas, etc. Nous, notre territoire, c'est l'Atlantique Nord. Le fleuve Saint-Laurent, il coule vers l'Atlantique. Puis tout le Québec est organisé pour aller vers l'ouest, pour aller vers l'Ontario, Ottawa, Toronto. Bon, c'est des folies, c'est des choses qui n'existent pas, puis ça coûte de l'argent. C'est nous qui payons. Maintenant, il y a un deuxième phénomène qui est récent, qui date des années 50, qui est la décadence. La décadence du monde occidental, qui permet à la Chine, qui permet à la Russie de faire un retour. La décadence, j'en ai parlé l'autre jour, c'est très bien connu dans l'histoire. Les historiens connaissent ça parfaitement. Regardez le déclin de l'Empire américain, un des meilleurs films qui a été fait dans les 30 ou 40 dernières années. C'est des historiens qui se parlent entre eux, puis ils expliquent c'est quoi la décadence, puis au moment où ils le font, où ils en parlent, ils comprennent, ils ont tout compris ce que c'était, ils le font. Bon, c'est quelque chose, moi j'ai trouvé ça génial, ce film-là. Les gens qui ont retenu, c'est la prof d'université qui se fait attacher sur un calorifère, qui se fait battre par un sauvage. Mais c'est pas ça, c'est de la pseudo-masochisme, c'est ce qu'ils disent. Écoutez ce qu'ils disent. Ils sont en train de dire ce qu'ils sont en train de faire, qu'ils sont en train de détruire. Bon. Alors, la décadence, c'est parfaitement connu dans l'histoire. On sait que c'est arrivé à Babylone, à la tour de Babel. On sait que c'est arrivé à Sybaris, à Capoue, c'est arrivé chez les Hittites, c'est arrivé chez les Grecs anciens, bon, etc. On peut continuer comme ça. Venise au 18e siècle, etc. Puis c'est toujours les mêmes caractéristiques. La dégénérescence des élites, la trahison des élites, les gens deviennent obèses, ils se lancent dans l'alcool, dans le sexe, toutes les formes de sexe imaginables. Qu'est-ce qui se fait? Les infrastructures sont détériorées, vous perdez votre avance démographique, technologique, etc. Autrement dit, vous êtes en décadence, c'est le déclin, puis ça tombe. Bon. C'est ce qui travaille l'Occident, c'est pas du progrès. Quand on sait que le Québec, si ça continue comme ça, le Québec et la France vont disparaître dans les environs de 2050. On va être minoritaire dans nos propres pays. Puis c'est probablement la même chose en Belgique, etc. C'est pas normal, ça, c'est pas du progrès. Le progrès, c'est quand ça augmente, quand ça va de mieux en mieux, pas quand on disparaît au bout de 20-30 ans. Là. Parce qu'il y a une invasion organisée par nos élites. Bon, parce qu'ils veulent faire de l'argent avec des bas salaires. Bon, ça, c'est la décadence. Il y a deux caractéristiques, j'ai nommé plusieurs caractéristiques de la décadence. Les deux principales caractéristiques de la décadence, c'est qu'on détruit de la richesse accumulée par ses ancêtres, la richesse du pays même. Et la deuxième chose, c'est l'inversion des valeurs.
Les décadents, ils présentent le mal comme le bien et le bien comme le mal. Alors, ils vont vous dire que tout ce que nos ancêtres ont pensé, fait pendant 100 000 ans, la famille, la femme qui fait des enfants, non seulement on jette aux poubelles, mais c'est mal. C'est mal. Ça, c'est mal. La famille, c'est un truc pour écraser les femmes par les hommes qui sont armés avec des armures. Ben non, le gars, il travaillait autour de la maison puis il cultivait la terre. La femme, elle s'occupait de la maison avec les enfants. C'est des idées qui viennent des temps modernes. Les êtres humains se battaient pour survivre. C'était une question économique. Puis l'organisation structurelle, les valeurs qui vont avec les religions en passant. Toutes les religions défendent les mêmes affaires. Tu ne tues pas ton voisin, tu ne violes pas la voisine, tu ne voles pas, c'est tout pareil. Les communistes avaient ça en Russie. C'était des crimes de tuer le voisin, etc., parce que ce sont les valeurs, les gens disent des valeurs traditionnelles, moi je dis les valeurs éternelles. Ce qui n'est pas éternel, ce qui dure juste un petit bout de temps, c'est l'inversion des valeurs, parce que vous détruisez toute la richesse pour tomber dans la pauvreté. Fait que là, il faut recommencer à faire des familles, puis il faut surveiller la virginité de votre fille, parce qu'elle ne pourra pas marier un gars riche. Quand vous négociez un mariage, le mariage, les gens ne savent pas ça, ils l'ont oublié. Le mariage, c'est une entente économique. Les parents s'assoient, c'est encore comme ça dans le tiers-monde. Ils s'assoient, les parents, puis ils disent, une minute, là, toi, tu vas donner tant d'argent, puis moi, je vais donner la maison. Puis c'est une négociation, puis les enfants, ben, eux autres, ils attendent. Mais les enfants, d'abord, les parents aiment leurs enfants partout. Vous aimez vos enfants, c'est normal, tout le monde fait ça. Alors, les parents choisissent quelqu'un que sa fille et son fils vont pouvoir aimer. Là, les deux familles s'entendent. Puis si les deux jeunes ne veulent pas se marier, ben, ils ne se marient pas. Les mariages forcés, là, c'était dans l'aristocratie, les rois, les reines, là, mais là, c'était pour des questions géopolitiques. Ouais. Là, bon. Puis ils ne s'aimaient pas, puis il y avait des maîtresses, ben ouais, c'était anormal. Mais les parents qui aiment leurs enfants dans ces systèmes-là, puis j'en connais au Québec, qui ont marié des gens désignés par leurs parents, va voir, est-ce que tu penses que oui, ça pourrait aller, il est beau, est-ce qu'elle est belle, est-ce qu'elle est vierge? Oui, ben peut-être pas, ben, c'est parce qu'elle a fait du cheval, enfin, c'est tous les trucs là, qu'on connaît. Là. Mais ce sont des valeurs éternelles parce que c'est une base économique. La famille est le seul système communiste qui a jamais fonctionné. Moi, dans ma famille, j'ai aidé tout le monde toute ma vie. Je n'ai jamais calculé. Ils me demandent, viens-tu peinturer? Je vais peinturer. Puis, vas-tu déménager? Je vais déménager. Je n'ai jamais compté. Puis, c'est certain qu'ils ne m'ont pas remis ce que j'ai mis. Bon, c'est clair. Parce que j'ai été célibataire la majeure partie de ma vie. Puis, j'ai aidé les gens. Puis, je continue de le faire. Ça ne me dérange pas. Parce que c'est un système communiste basé sur les sentiments, sur l'amitié, enfin, les frères et sœurs. Bon, là. Bon. Ça, quand vous devenez très riche, les gens vont être tous balader ça, parce qu'ils veulent être riches. Ils sont riches, ils veulent profiter de la vie. Ils veulent faire des voyages. Ici, si la fille le tanne, ben là, elle coûte cher, elle va avoir un troisième enfant, ben, on s'en va, on se couche avec une mort. Ça, c'est le mode de vie américain, les valeurs d'Hollywood. Alors, la décadence arrive, puis tout s'effondre. Or, l'inversion des valeurs a fini par toucher les élites. On appelle la dégénérescence des élites, c'est-à-dire qu'ils ne font plus leur travail. Alors, les gens deviennent... Écoutez, aux États-Unis, c'est tellement grave, les problèmes d'obésité, que je me souviens plus, je pensais 70% des jeunes qui sont d'âge à aller dans l'armée, qui ne sont pas acceptables, parce qu'ils sont trop obèses. Ils ne peuvent pas faire d'uniforme, de toute façon, ils ne sont pas capables de courir après l'ennemi. Bon. Alors, la décadence, ça va dans... On est tous touchés. On est tous touchés. On prend tout de l'alcool. Moi, j'ai fait beaucoup de voyages à polluer les avions, tout ça. Bon, enfin, il y a bien des trucs. Mais ce que j'essaie d'expliquer, c'est ça que je vais expliquer, c'est que nos élites, par exemple, ça fait 2 générations qu'on répète à tout le monde dans les écoles, les Blancs ont fait tout le mal imaginable, c'est terrible, ils ont détruit le monde, ils ont colonisé, ils ont volé tout le monde. Ben, je suis bien désolé, mais c'est le monde entier qui s'occidentalise. Puis quand on nous accuse, à nous, les Occidentaux, de voler le symbole indien sur le chandail des Blackhawks. Moi, j'ai dit aux Autochtones, aux immigrants, tout le monde, je leur dis, écoutez, OK, on va faire une affaire. Tous les éléments que l'Occident vous a volés, les têtes d'Indiens, puis les toboggans, ces affaires-là, on va arrêter de les utiliser. Puis vous allez arrêter d'utiliser tout ce que l'Occident, vous avez pris à l'Occident, c'est-à-dire tout votre mode de vie. Les voitures, les avions, l'Internet, les droits de l'homme, la Constitution, la séparation des pouvoirs, la démocratie, tout ce que l'Occident a. Alors, pour chaque truc qu'on va leur remettre, il faut qu'ils nous en donnent 5, au moins. J'ai déjà fait une liste, hein, c'est des listes, ça dure 10-15 pages, c'est fou tout ce qu'on a inventé, voitures électriques, les éoliennes, allez-y, là, ça vient d'Occident. À un moment donné, il faut arrêter de niaiser. Les Blancs ont fait du mal, oui, ont fait du mal, mais ce n'est pas tous les Blancs, puis notamment pas les Québécois. Alors, au Québec, moi, j'ai dit,
Il dit à tous ceux qui disent les Québécois, c'est des écœurants, des salauds parce qu'ils veulent mettre la langue française. Je dis, ben, écoutez, tout le monde fait ça sur la planète. On arrête de niaiser, c'est quoi ces conneries-là? Tout le monde fait ça partout. On joue à la majorité, à moins que ce soit un peuple écrasé comme les Québécois. Alors, comme on l'était jusqu'en 1960. Alors, ce qui arrive, c'est que nos élites, à force de se faire dire que les Blancs sont coupables de tout, ils ont fini par le croire. Ben Puis oui. des gens comme Biden, que Obama lutte contre les Blancs, je trouve ça normal, il est noir. Puis lui, il est au courant de dans sa famille, de ce qui est arrivé dans sa famille. Ça, je comprends. Mais que Biden, que Macron, que Trudeau se retournent contre leur peuple. Puis la raison pour laquelle ils font ça, c'est que le racisme. Racisme, dans le monde moderne, c'est les Blancs qui font ça, pas les autres. Quand j'étais aux États-Unis, à un moment donné, j'avais 18 ans, je me promenais dans un autobus, puis on a commencé à discuter, moi et le chauffeur. Puis il y avait un noir qui était assis à côté, puis il n'arrêtait pas de dire ping, 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 à mesure que je parlais. À un moment donné, il a dit au gars, j'ai dit, c'est quoi ce ping, ping? C'est quoi ping, ping? Non, laisse faire. C'est pas grave, laisse-le pas, il n'est pas important. Après, ce que quelqu'un m'a expliqué, ce qu'il disait, c'est ping, pig, cochon rose. Parce que je parlais, puis je ne sais pas de quoi je parlais. Et lui, là, il essayait de m'interrompre en disant ping, pig. Puis moi, je parlais mal l'anglais. Bon, c'était du racisme. Moi, je suis Canadien, je suis Québécois. Rien à foutre avec les affaires. Qu'est-ce qu'ils prennent? M'insulter de main. Je ne connais pas. C'est pas lui que je parle, pas d'autre. Puis je parlais avec un noir, on me dit ça. En tout cas, mais ping, c'est quoi ce ping? Bon, en tout cas. Alors, le racisme aujourd'hui, ça vient des Blancs. Des Blancs contre les Noirs, contre les Asiatiques, contre les... Bon, jamais dans l'autre sens. Et là, il y a un gars qui a tué 10 Noirs là, aux États-Unis. Ah, ça, c'est du gros racisme. Mais quand un Noir attaque et tue du monde, discrimine ou donner des coups de poing sur la gueule, j'ai vu des vieux sur Internet qui viennent acheter quelque chose. Il y a un gars, un Noir qui se présente, un grand coup de poing sur la gueule. Ah ben oui, mais ça, c'est un gars qui a été écrasé. Non, ça, c'est du racisme. Il a attaqué quelqu'un, une minute. Là, hein? Bon, c'est une déformation, c'est de la décadence. Et c'est ça. Et on est dedans, là, M. Nantel. Ça, vous l'avez déjà dit souvent, qu'on est en décadence et on les voit, les signes. C'est de plus en plus apparent. Savez-vous ce que Voltaire disait? Il dit, oui, je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter jusqu'à ce que vous l'ayez compris. Absolument. C'est important que les gens comprennent qu'on est en décadence, ça ne durera pas. Il y a une grosse crise qui commence, puis quand les gens vont souffrir, tout va revenir. Tout. Évidemment, il y a toutes sortes de sociétés, il y a toutes sortes. Mais le fond va rester. La famille va revenir. Avoir plusieurs enfants, ça va revenir parce que c'est des pensions qui se prennent sur deux pattes, bon, etc. C'est des choses qui sont basées sur l'économie. Puis quand la grosse crise qui s'en vient va commencer, l'immigration va s'arrêter parce qu'il n'y aura plus de jobs, comme dans les années 30. Dans les années 30, l'immigration s'est arrêtée en Amérique du Nord. Mon père, il dit, je pensais que c'était fini. Tout le monde pensait que c'était fini parce qu'il n'y avait plus de jobs. Tout le monde cherchait des jobs. Mon père est parti en Californie avec son père pour essayer de trouver de la job. Bon, ils sont revenus, il n'y avait pas ça. En tout cas, maintenant, ce que je vais expliquer avec l'affaire du racisme, qui est devenu lassant, d'autant plus que c'est tout le temps d'un côté, jamais de l'autre. Un gars comme Trudeau, il a repris l'idée de son père, puis des Canadiens anglais, de détruire le Québec, le faire disparaître, comme ça le Canada n'aura plus de problème. Mais d'abord, c'est complètement imbécile, parce que ça n'a jamais marché. Ça ne marchera pas plus cette fois-ci. La raison, c'est parce que le Québec n'est pas sur la planète Mars. Le Québec est sur la Terre. On a copié les États-Unis quand on a eu les communications, puis on a fait comme eux, 2 enfants. C'est ça la dénatalité qui permet de faire rentrer des immigrants qui nous ont fait perdre le référendum, etc. Bon. Mais tous les autres peuples du monde sont pareils. Ce qui fait que la natalité s'effondre, puis s'effondre pas un peu. C'est brutal, d'une extrême brutalité partout sur la planète, même en Afrique noire. En Afrique noire, l'Afrique du Sud, qui est un gros pays de 50 quelques millions d'habitants, sont rendus à 2,2 enfants par femme. Les Seychelles sont en bas de 2. C'est des îles dans l'océan Pacifique, dans l'océan Indien, mais quand même, même chose pour la Réunion. Vous avez en tout cas, la Tunisie en Afrique noire, en Afrique blanche, en Afrique arabe, est en bas de 1,7 enfants par femme, ça ressemble au Québec. Bon. Fait que tout le reste, l'Asie, l'Eurasie, c'est tout en effondrement. Puis ils sont en train de rattraper très rapidement l'Occident. L'Amérique latine, ça s'est effondré. Bon, puis là, il y aura plus dans 20 ans, il n'y aura plus d'immigrants. Puis en plus de ça, les autres pays s'enrichissent alors que nous, on s'appauvrit. Alors, il n'y a plus de raison de venir ici. Quand je connais un gars, il est italien, il dit « Ah, c'est trop froid ici. M'en aller, moi. M'en aller, trop froid le Québec, m'aller à Vancouver. » Bon,
Ça, c'est le mouvement d'émigration qui venait de l'Europe pendant très longtemps, qui débarquait sur la côte Est puis qui s'en allait vers l'Ouest. Ça s'appelle la dérive vers l'Ouest. Ça se continue. Aujourd'hui, ça commence à se calmer du côté de la Californie. Monsieur Nantel, moi, c'est un Haïtien sur un chantier de construction la semaine dernière. On jasait, puis oui, tu es au Québec depuis combien d'années? 5 ans, puis tout ça. Puis, aime tout ça, le Québec? Il dit, comment on peut aimer un pays où il fait froid? C'est ça. Mais écoutez, ils viennent ici. Mais écoute, mes sœurs sont dans les écoles depuis, ils ont enseigné dans les écoles pendant les 40 dernières années. Puis c'était des écoles d'Haïtiens. Ils étaient dans un secteur, c'est là qu'il y en a une qui a trouvé un job là-dedans, puis bon, les autres ont suivi. Puis ils me disaient les gens disaient, notamment les parents, on est ici parce que pour l'argent, si on a assez d'argent, on retourne dans le pays. Il n'y en a pas beaucoup qui retournent en Haïti, mais ils s'en vont en Floride, par exemple. En tout cas, et tout ça pour vous dire que nos élites, pour se dédouaner, se déculpabiliser du racisme, ben, ils vous disent, ben non, je ne suis pas raciste, regarde, je nuis à mon peuple. Regarde, j'ouvre le chemin à Roxane, n'importe qui peut rentrer, puis ils vont se mettre, puis ils vont faire payer les Québécois, Oh, les Canadiens. C'est intéressant, ça. Oui. Ben oui, ils se dédouanent. Alors, vous voyez, je ne suis pas raciste, j'ai nuit à mon peuple. Alors que personne ne fait ça sur la planète. Personne. Écoutez, vous avez des gens qui viennent au Québec, dont les ancêtres ont fait des crimes abominables aux quatre coins du monde, pendant plus que 1000 ans, pendant des milliers d'années dans certains cas. Et ils nous regardent de haut. Vous ne nous traitez pas comme il faut. Quand est-ce que les Québécois ont fait du mal aux Juifs? Quand est-ce que les Québécois ont fait du mal aux islamistes? Quand est-ce que les Québécois ont fait du mal aux Noirs? En tout cas, c'est toutes des affaires. À un moment donné, moi, je dis aux gens, écoutez, là, il faut que les Québécois s'excusent de ce qu'ils ont fait, puis ils n'ont presque rien fait. J'ai tort qu'on me dise quoi? Il y a quelqu'un qui m'a dit l'autre jour, ah oui, mais il y a eu les écoles où ils massacraient les Autochtones. D'abord, c'est pas vrai. Ils ne massacraient pas les Autochtones. Les Autochtones, depuis 1760, sont sous le contrôle du gouvernement fédéral. Le Québec donne l'éducation. Alors, le gouvernement fédéral donnait l'ordre, puis le Québec organisait les boarding schools pour enlever les Autochtones au Québec. La majorité parle anglais. Oui, mais là, M. Nantel, là, que je vais vous dire ce qu'un médecin me dit ce matin, parce qu'on a eu une petite discussion en histoire, puis là, il a dit, ouais, mais il dit, les Québécois, ils n'ont eu des esclaves, eux autres aussi. Oui, ça c'est vrai. En passant. Oui, je sais que c'est vrai. Je sais que c'est vrai. Regardez ce que je fais là. Regardez ce que je fais là. On a eu des esclaves. On a eu des esclaves. Ouais. Regardez, payez ça, allez-y, mettez des pancartes, c'est mieux. Oui, mais c'était des esclaves de maison. Il n'y en a pas de coton au Québec. On faisait Puis c'est ça que j'ai dit. Il n'y a jamais eu, pendant le régime français, un bateau négrier qui a remonté le Saint-Laurent. Ils n'en ont jamais trouvé. Les 2 tiers des esclaves, écoutez ça, les 2 tiers des esclaves qu'on avait ici, c'était dans les classes supérieures, c'était des esclaves de maison. Puis les esclaves de maison, là, si vous ne les traitez pas très bien, ils s'occupent des bébés et de la nourriture, vous allez en manger des crachats dans votre vie. Hein? Ah ouais, bon, parce qu'ils touchent la nourriture. Puis non, on en prenait soin. Les esclaves de maison étaient bien traités. Puis 2 tiers des esclaves étaient vendus par les Autochtones qui avaient des esclaves. C'est toutes des déformations de l'histoire. Je peux vous parler, par exemple, je vais parler à des Noirs carrément, des Noirs africains. Vous savez que les Ashantis du Ghana, je suis précis, est-ce que je suis assez précis là? C'est une tribu. Les Ashantis du Ghana ont présenté leurs excuses au monde pour avoir, pendant des siècles, kidnappé, massacré, trié des Noirs africains qu'ils allaient vendre sur la côte ouest de l'Afrique aux négriers européens. Les Européens ne rentraient pas en Afrique pour aller chercher des esclaves. Les marins, là, ils s'occupaient des cordages puis des voiles, c'était ça leur métier. Ils arrivaient à Gorée, là, à Sénégal, ils embarquaient des gens qui avaient été massacrés, triés par des Africains. Puis les gars qui embarquaient comme esclaves sur les bateaux, qui massacraient vraiment, qui les amenaient, pas au Québec, ils les amenaient sur les champs de maïs, puis les champs de... ils les tuaient en les égorgeant. Et c'était les Sud-Américains qui ne sont pas fait ça, nous autres. Bon, je ne dis pas qu'on est blanc. Attention, blanc dans le sens blanc pur comme neige. C'est pas ça que je dis. On a fait des péchés. Mais ce qu'on a fait, c'est ridicule, c'est quasiment rien. On s'entendait avec les Autochtones, c'était nos amis, nos alliés. C'est ça, M. Nantel, que je lui ai expliqué aussi. J'ai dit, nous, les Autochtones, on a fait des alliances avec eux. On ne les a pas éliminés comme les Orangistes l'ont fait dans l'Ouest canadien. Il dit, c'est quoi ça, les Orangistes? Ils n'étaient pas du tout au courant. Et l'autre chose que je lui ai dit aussi, j'ai dit, c'est ça, j'ai dit, c'était des esclaves qui étaient plus, comme vous dites, là,
des esclaves de maison. C'est ça, des esclaves de maison. Puis Ouais, j'ai dit, on coupait pas des mains ou on coupait pas des pieds d'esclaves qui tentaient de se sauver. Là. C'est le contraire, c'est le chemin de fer souterrain qui venait des États-Unis. Il y en a qui sont rentrés ici, puis sont mariés avec des Québécois, ont disparu dans la population. Vous savez une chose par rapport culturel, là, ça c'est culturel. Ce sont les Germaniques puis les Anglo-Saxons qui considèrent les autres races, qui ont toujours considéré les autres races comme inférieures. Les Latins, en général, non. En Amérique du Sud, les conquistadors, ils disaient, ils ont fait venir des femmes européennes pour marier, pour que ça fasse des... Les gars disaient, ben oui, mais ils nous lèvent le nez sur nous parce qu'ils étaient vieux. C'était des gars qui s'étaient battus avec des cicatrices, ils étaient vieux. C'était des vieux en passant. Puis ils disaient, OK, s'ils ne veulent pas de nous autres, les Européens, on va marier des princesses indiennes. Mais les Portugais, les Espagnols ont beaucoup de métis. Puis les Québécois, on a eu des métis dans l'Ouest, hein? Les métis qui parlent encore français dans l'Ouest, c'est des métis, c'est nos hommes qui allaient marier des femmes, manque de femmes, ils allaient dans l'Ouest, puis ils se mariaient avec des Autochtones. Il n'y avait pas cette haine, pas de la haine, c'est mépris racial qu'ont les anglophones, c'est comme ça aux États-Unis, là, oh, marier un noir, ça aurait été, hein, vous tombiez immédiatement dans les ghettos. Ici, il y en a dans nos ancêtres. D'ailleurs, je ferai remarquer, j'ai souvent remarqué ça. Au Québec, il y a des gens, des vrais Québécois de souche dans les villages, là. Ils ont un teint très brun. Alors, c'est peut-être des Espagnols ou des, je ne sais pas qui, mais c'est clair que nous, on... Puis de toute façon, la sexualité elle-même, c'est un système de métissage. Alors, toute l'histoire de racisme, c'est des constructions... mais encore une fois, les Québécois ne sont pas purs. On n'est pas des saints, des anges gardiens. On a fait mais c'est des niaiseries qu'on a faites. On n'a pas déporté les Acadiens comme ont fait les Canadiens anglais. On n'a pas envahi la vallée du Saint-Laurent en brûlant 3 4 000 fermes. On n'a pas volé les terres des Métis dans l'Ouest. On n'a pas mis les Autochtones dans les réserves. Ce sont les Anglais qui ont fait ça. En 262 ans d'histoire, nous, en 4 siècles, on était amis avec les Autochtones. Alors, encore une fois, on n'est pas blanc comme neige. Il y a eu un massacre des renards, par exemple. Il y a eu un groupe qui avait attaqué les Illinois, on a été les disperser. On n'est pas blanc comme neige, mais il y avait mais c'était pas de la haine. En tout cas, on se comprend, on n'a quasiment rien fait. Puis il y a des gens, je pense aux islamistes, par exemple, lisez l'histoire de l'Inde, l'histoire des Balkans, l'histoire des pays musulmans. Pas les musulmans, les musulmans en général, c'est du bon monde. Je parle des islamistes, là, ceux qui suivaient la religion là, au pied de la lettre. Ils ont fait des horreurs, notamment aux Indes. Des trucs incroyables. Allez, ils arrivent ici, vous nous traitez mal, vous êtes des racistes. Bon. Tout le monde Monsieur Nantel, oui. Tout le monde empile les mêmes affaires sur le dos des Québécois, ce qui fait que les Québécois finissent par se dire peut-être qu'on est raciste si on refuse de disparaître d'ici 30 ans, fait qu'on ne se tirera pas. Puis ceux qui sont censés défendre nos intérêts, là, le Bloc québécois qui défend les intérêts du Québec, pourquoi qu'ils ne demandent pas qu'ils ferment le chemin Roxham, que tous les immigrants, comme moi, comme vous, comme tout le monde, qui passent par la colle, puis à la colle, ils vont juger. Puis s'ils sont acceptables, ils les accepteront. Mais quand Trudeau dit non, on laisse le chemin ouvert, ben c'est pour qu'il aille surcharger pour nous minoriser. Enfin, on sait c'est quoi. Monsieur Nantel, il y a Émeric. Oui, 2 petites secondes, Monsieur Nantel. On va vous laisser le temps parce qu'on va avoir un petit peu plus de temps là, pour finir. Il y a Émeric qui voulait intervenir. Il trouvait très intéressant le sujet que vous abordiez. Émeric, salut, bonsoir tout d'abord. Bonsoir tout le monde. On se prépare actuellement pour le journal du soir dès 21h. Mais je trouvais intéressant d'entendre M. Nantel ce soir sur ce sujet-là. Et je trouve que chez les Québécois, il y a une espèce de remords permanent qui est installé dans la population. Les Québécois ont ce sentiment qu'ils doivent accueillir à tout prix et malgré leur propre destin national. Effectivement, moi je pense que les Québécois, plus l'immigration sera massive, plus les Québécois seront appelés à disparaître. Les Québécois deviendront d'ici quelques années là, minoritaires chez eux. Donc, les Québécois doivent cesser de se sentir mal que de vouloir faire respecter leurs frontières, leur capacité d'accueil. Les Québécois, nous devons continuer à insister auprès du gouvernement fédéral pour que ces lois-là soient bien appliquées. Et quand on parle du chemin Roxham, là, on ne parle pas de gens qui débarquent du Zimbabwe, qui sont en danger dans leur pays parce que ils ont pris parole avec des membres de l'opposition. Quand on parle du chemin Roxham, on parle des gens qui sont souvent entrés illégalement
aux États-Unis et qui cherchent une façon de ne plus être des criminels aux États-Unis, donc ils veulent passer par le chemin Roxham pour devenir des victimes au Canada. Ces gens-là ont un processus d'immigration illégale alors qu'ils passent par le chemin Roxham et nous, on ne devrait pas avoir comme société à accepter ça aussi facilement. Et François Legault, je vais t'emmener là-dessus, M. Nantel. François Legault, il a bien fait, et j'en ai parlé un peu plus tôt cette semaine, il a bien fait de s'exprimer sur ce sujet-là. Cependant, au moment où Justin Trudeau lui a fermé la porte au nez, François Legault est retourné à ses affaires sans insister sur la question. François Legault pourrait déclencher une crise nationale sur cette question-là et elle serait légitime. François Legault doit continuer sur ce sujet-là et y aller attaquer Justin Trudeau de façon plus ferme. Je vais faire il y a deux remarques que je vais faire de ce que vous avez dit, parce que, écoutez, je l'ai dit tantôt, on est tous touchés par la décadence, on est tous touchés par la propagande. À force de se faire taper sur la tête, les Occidentaux sont coupables, racistes, les gens finissent par reculer, alors que c'est complètement disproportionné. Il y a des criminels, des vrais criminels qui viennent ici, qui nous font la morale, puis ils ont fait des crimes dans leur pays d'origine. Bon. Puis leurs ancêtres ont fait toutes sortes de cochonneries, c'est des choses incroyables. Moi, j'adore l'histoire. Bon. Il y a une artiste qui a dit, je ne sais pas son nom, elle a fait des téléromans, je pense que c'est peut-être Fabienne Larouche, mais je ne suis pas sûr. Elle a dit quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Elle dit, on est tellement plus fort que ce qu'on pense. C'est intéressant comme remarque, puis ça a touché une corde chez moi parce que c'est quelque chose, ça fait longtemps que je note. Écoutez, on n'avait rien en 1760. On était 60 000. Ils étaient le plus grand empire de toute l'histoire. Ils ont tout fait pour nous couler. Ils n'ont jamais réussi. On est encore aujourd'hui, malgré une immigration massive des 30 dernières années, on est encore 70% de la population. La raison fondamentale, c'est une raison géopolitique. Les Québécois ont des forces. On a un certain génie pour survivre. On occupe tous les territoires périphériques, toutes les campagnes. Or, les villes, ce sont des trous noirs. Ça a toujours été comme ça. C'est là que disparaissent les familles, c'est là que disparaissent les matières premières, les produits finis, il y a des empilements de déchets, etc. Ça a toujours été de même. Les villes ne se reproduisent pas. Ça crée des idées, etc. Bon, ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'en Amérique du Nord, jusqu'à maintenant, puis peut-être encore pour quelques années, la loi démographique de base, ça a été l'immigration. C'est-à-dire des gens qui venaient de continents plus pauvres et surpeuplés, qui se déversaient sur un continent riche et relativement vide. Alors, avant, c'était l'Europe. Après, ça a été l'Amérique latine. Puis maintenant, c'est tous les continents qui débarquent en Amérique du Nord. Ce qui fait que, par exemple, aux États-Unis, ce qu'ils appellent, c'est ridicule, mais c'est comme ça, les Blancs d'origine non hispanique, un Blanc, c'est un Blanc. En tout cas, c'est des conneries américaines. Les Blancs d'origine non hispanique sont devenus minoritaires dans les berceaux il y a 7-8 ans. Bon, ça, c'est dû au fait que toutes sortes de pays, de continents surpeuplés et pauvres se déversaient sur un continent vide, relativement vide et riche. Le Québec, la loi démographique de base, c'est l'immigration. Si tous les Québécois, tous les êtres humains qui ont passé par Montréal pour aller dans l'Ouest canadien ou pour aller dans l'Ouest américain étaient restés au Québec, on serait probablement de l'ordre de 30-35 millions, puis le français n'existerait plus, puis les Québécois de souche auraient disparu, ce serait un mélange de je ne sais pas quoi. Bon, mais ça ne parlerait plus français, ça serait comme la Louisiane, ça serait devenu un pays anglais. C'est à cause de la vallée du Saint-Laurent, qui, encore une fois, est la principale voie d'entrée de sens-est-ouest de toute l'Amérique du Nord. L'océan se termine à Montréal. Ça a toujours été de même, ça se termine à Montréal. Alors, les gens, les pauvres, ben, c'est des classes moyennes, en fait, parce que ça coûtait cher de traverser l'Atlantique. Ils prenaient un billet de bateau pour aller jusqu'à Montréal, qui était le plus loin possible dans l'Ouest. Après, ben, à cette époque-là, il n'y avait pas la voie maritime, etc. Alors, ils prenaient un train, ils allaient aux États-Unis, ils allaient dans l'Ouest. Or, la vaste majorité des gens qui habitent dans l'Ouest du Canada, c'est des gens dont les ancêtres ont passé par Montréal. Alors, actuellement, là, c'est artificiel. Ils font rentrer plein de gens. Puis moi, le nombre de... je l'ai vécu moi-même. Quand j'étais jeune, c'était des Italiens qui rentraient à Montréal. Après, ça a été des Grecs, des Portugais. Ça, c'était encore européen. Puis là, dans les années 70, ça a été les réfugiés du Haïong, les Vietnamiens. Après, ça a été les Chiliens. Après,
Puis ça a été des vagues comme ça qui se poursuivent. Puis là, le Canada anglais essaie d'en remplir le plus possible au Québec. Puis là, il se passe un phénomène intéressant. Mais M. Nantel, il y a des endroits sur la planète où l'immigration ne nuit pas à la population de base. Mais au Québec, le français est tellement fragile que l'immigration est une menace. Et il y a des gens qui... je trouve que les Québécois, honnêtement, ne s'intéressent pas suffisamment au sujet, n'y voient pas suffisamment l'urgence. Et les gens se plaignent beaucoup au Québec qu'on paye beaucoup d'impôts, qu'on paye beaucoup de taxes, et je suis 100% d'accord. Moi, je trouve que ça n'a même pas de bon sens. Mais pourquoi on paye des impôts, on paye des taxes actuellement? Pour un réseau de santé qui est défaillant, pour une immigration illégale et massive qui nous coûte une fortune plus que ce qu'on pense, et pour une corruption gouvernementale venant de gens qui nous font manger cette immigration massive-là. Donc, les taxes et les impôts que nous payons en travaillant ou en entreprenant, eh bien, ça sert à notre propre mort, au final, celle qui arrivera, pas demain matin, mais dans 10, 15, 20 ans, le Québec francophone deviendra une minorité chez eux. Bon, le Québécois francophone. La raison pour laquelle je n'y crois pas, vous savez que dans l'histoire du Québec, il y a eu un moment où la ville de Montréal et pendant quelques années, la ville de Québec, mais ça, je ne suis pas trop sûr, je pense que c'était 48%, mais la ville de Québec était majoritairement anglophone. C'est quelque chose d'incroyable, la ville de Québec aujourd'hui, c'est tout. Ça revient à ce que disait l'artiste dont je vous dis, elle dit on est tellement plus fort qu'on pense. Moi, ce que je vois, comme j'ai dit tantôt au début de l'émission, je ne sais pas si vous Oui, mais à ce moment-là, M. Nantel, à ce moment-là, Montréal n'était pas anglophone comme il est aujourd'hui. Donc, il y a un déplacement de population et Québec est beaucoup moins populeux que Montréal. Donc, je ne suis pas très sûr de ce raisonnement-là. Là. Non. Non, l'émigration à partir du Québec ne fait aucun doute. Ça, c'est aucun doute. C'est une tendance. C'était comme ça du temps des Français. Quand, en 1760, il y avait 500 Québécois installés dans la région de Détroit. Ils avaient commencé à faire une colonie et à peupler. Bon, 500, ça a été noyé. Puis je pense même qu'ils ont été retournés en partie au Québec. Mais le point, c'est que les Québécois francophones, nous, on n'a pas de problème. Colborne, il disait, le climat décourage tout le monde, sauf les natifs. Bon, l'Italien dont j'ai parlé tantôt, il veut s'en aller parce que c'est trop froid. Il va aller j'ai vécu à Toronto 4 ans et je n'ai jamais pelleté. Jamais pelleté. Je faisais juste tasser avec le bout de mon pied la neige, pas que ça glace là, dans l'escalier qui sortait de chez moi. Alors, ça donne une idée. Il y a 3 choses qui jouent en défaveur de la population immigrante qui reste au Québec. La première, puis il y en a une 4e qui s'en vient dans les années qui viennent. La première, c'est le fait que le Québec, c'est la province la plus pauvre du Canada. C'est pas moi qui dis ça, c'est le gouvernement fédéral. Le Québécois moyen a 4 000 $ de moins dans ses poches que le Canadien moyen à l'extérieur du Québec. Oui, mais le Québécois moyen se fait fourrer. Monsieur Nantel, le Québécois moyen se fait fourrer. Quand on utilise nos ressources naturelles, c'est jamais pour enrichir le Québécois moyen, c'est pour enrichir des entreprises à l'international. Donc, le Québécois moyen est plus pauvre parce qu'il se fait fourrer. Oui, on est d'accord, ils nous volent. Puis j'en ai parlé au début de l'émission, ça se voit à Montréal. Ils sont 7% les anglophones. Je le répète pour vous, là. Ils sont 7% les anglophones, sont arrivés 150 ans après nous. Ils ont 3 universités, 6 cégeps, la majorité des hôpitaux sur l'île de Montréal, un méga-hôpital sur 2, puis ils contrôlent de 30 à 40% de l'économie. Mais ils ont eu ça comment? C'est des génies? C'est des génies? McGill déborde de prix Nobel? Non. C'est du vol, c'est du racisme systémique qui nous ont fait subir. Puis c'était vraiment, je le sais parce que moi, je parlais à mes ancêtres, là, ceux qui survivaient, mes grands-parents puis mes parents. Et c'était mon père s'est fait faire un test d'intelligence en anglais. Ils ont dit que c'était un imbécile, il ne pouvait pas être un petit manager au CPR. Ben, mon père, il a produit 2 ingénieurs, un comptable agréé, il a 3 maîtrises en lettres, une directrice de commission scolaire. Ben, c'est curieux qu'un imbécile ait produit tout ça. Bon. Alors, c'était du racisme systémique appuyé par la Constitution de 1867, appuyé par l'Empire britannique, appuyé par le gouvernement canadien, par la Cour suprême. C'était de la merde. Bon. Maintenant, nous, on s'est débrouillés tout seul. Ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est que la preuve que ça s'est toujours déplacé de l'Est vers l'Ouest, ça s'appelle le Western Drift. C'est un phénomène qui est nord-américain, ça existe aux États-Unis. À tous les 10 ans, ils font un recensement depuis 1790, je crois. Puis on voit à tous les 10 ans que ça se déplace, le centre de masse de la population américaine, vers l'Ouest, parce que l'Ouest était vide. Là, il est plein, mais c'était vide. Maintenant, il y a la pauvreté relative du Québec. 4 000 $ de moins dans les poches de chaque Québécois, bébé compris. Ça veut dire 16 000 $ de moins chaque année dans la famille québécoise de 4 personnes. C'est une fortune.
Ça, c'est le racisme systémique du Canada anglais. Savez-vous que le petit Québec, ça, c'est quelque chose de renversant. Le petit Québec est fabriqué en Ontario par des Ontariens dans une usine ontarienne avec du lait ontarien. Puis ils présentent des annonces à la télévision québécoise. Le petit Québec, c'est tellement nous. Eh bien, c'est vrai, c'est tellement nous. Ça a commencé au Québec, ils l'ont déplacé en Ontario, ils font l'argent, puis ils l'ont renvoyé chez nous. C'est pareil avec Grenache, c'est pareil avec un paquet de trucs qui ont été créés au Québec, des entreprises qui ont été déplacées. Aujourd'hui, c'est plus tellement vrai parce que nos entrepreneurs sont de plus en plus compétents. Bon, OK, ça va. Première, deuxième. Première des choses, la richesse du Québec qui est plus faible à cause qu'on est exploité, puis à cause qu'on ne tire pas de profit de la vallée du Saint-Laurent, qui est le point stratégique le plus important de l'Amérique du Nord, naturel. Deuxième des raisons, c'est qu'au Québec, il faut apprendre 2 langues compliquées, surtout à écrire. L'anglais, c'est très difficile à écrire. C'est difficile à parler aussi. On peut parler mother, father, brother, là, ça c'est facile, mais parler bien anglais, surtout sans accent, c'est très difficile. Fait que vous avez 2 langues compliquées à apprendre au Québec pour avoir un bon emploi. Le troisième des trucs, c'est le climat. Le climat coûte très cher. Ça coûte tellement cher le climat au Québec que jamais personne n'a calculé ce que ça coûtait. Ça prend une cave. En Amérique du Nord, aux États-Unis, ils mettent une slab de béton sur le sol puis ils construisent la maison dessus. Fait que quand vous détruisez la maison, vous allez enlever la slab de béton puis là, vous vous retrouvez avec un champ. Au Québec, il y a une cave de 4 pieds de creux à cause du gel. Ça prend 2 murs, ça prend 2 portes, ça prend 2 fenêtres, ça prend 2 toits, ça prend 3 séries de vêtements. Une série pour printemps-automne, une série pour l'été, une série pour l'hiver. Vous avez tout. Bon, les sports, on va bien croire qu'on s'amuse, mais ça prend tous les sports qui existent dans 4 saisons. Ça prend des neigeuses. À Montréal, c'est des centaines de millions, c'est au moins 300 millions de dollars enlever la neige des rues. Vous avez les policiers, les pneus d'hiver, l'antigel. Enfin, quand je calculais tous les coûts, là, les routes qui se défoncent au printemps, parce que les gros camions passent, les camions du Canada anglais puis les nôtres, ils défoncent. C'est marqué sur le bord des routes. Serré, mettre une ceinture sur le camion pour dire mettez moins de charge au gel des gels, ça détruit les routes. Les coûts sont. Il y a une autre affaire, c'est que comme le pays est immense, mais nous, le pays est immense, alors le kilométrage de route par habitant est beaucoup plus élevé au Québec qu'aux États-Unis. Puis dans le cas du Québec, 80% de la population vit le long de la vallée du Saint-Laurent, ce qui fait que c'est un pays économique et équipé. Alors que tout le reste, quand on le développe, c'est encore pire, parce qu'il y a encore plus de kilométrage par habitant. Pire que ça, tout le développement de l'Ouest canadien a été fait, surtout quand on était 80, 70, 50% de la population, a été fait avec des taxes prélevées au Québec. Puis la transcanadienne au Québec, il y a juste une route. Parce que la vallée du Saint-Laurent, c'est facile, ça ne coûte rien. Une route, une seule route. Dès que j'arrive en Ontario, ça s'ouvre en 2. Il y a 2 routes pour développer le pays. Puis ça se continue dans l'Ouest. Ça a été pareil pour les chemins de fer, etc., etc., etc. Monsieur Nantel, oui. Le présent, tout ça. Puis il y a le 4e cas, là j'ai dit, on est plus pauvre. Il y a 2 langues à apprendre, 2 langues compliquées à apprendre. Vous avez le climat, puis il y a la question nationale. Parce que moi, là, ça ne me fait pas plaisir du tout que les gens viennent du fin fond de la planète avec. Mon ex-femme parlait de ça. Ben, j'ai dit, tu ne rentreras jamais au Québec, toi. Elle disait, non, moi, je ne serai pas le Canada uni. Ben, reste là-bas. Si tu n'as pas compris ce que je t'ai expliqué, c'était une des causes. Ben, ça me met en maudit, là. Veut dire, ma propre femme. J'ai dit, va-t'en au Québec. Non, effectivement, je suis très d'accord. Oui, mais j'ai dit, tu vas nuire comme ça, tu vas nuire, parce que c'est ça qu'ils font. Je le répète encore une fois, parce que les gens y comprennent. Je n'ai jamais rencontré au Québec un membre des groupes ethniques qui était contre l'indépendance. Ça n'existe pas. Ils sont tous en faveur de l'indépendance, dans leur pays d'origine. Au Québec, c'est un truc de nazi, de ci, de ça, puis bon, il faut se cacher, il faut s'excuser, il faut se mettre à 4 pattes. Les Noirs sont arrivés il y a 40 ans au Québec. Ah, il faut faire attention, marcher sur des lignes noires. Le racisme systémique des Canadiens anglais qu'on voit à Montréal, les 3 universités, etc., qui c'est qui en parle? Personne. Ah non, ça c'est normal, ça c'est bien, ça c'est... Bon. Écoutez, c'est des folies. Alors, dans le cas du chemin Roxham, il y a une affaire que je veux dire. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va terminer l'émission. Ben, on termine dans environ 5 minutes. Émeric, je vais juste terminer. Émeric va nous quitter. Non, allez-y. Émeric va nous quitter. Il revient, lui, au Journal du Soir par la suite. Alors, terminez, M. Nantel, puis ensuite, on va conclure. Okay. Tantôt, Émeric, au Journal du Soir. C'est une solution très simple que Legault pourrait utiliser. Il pourrait prendre des autobus, ramasser les gens qui rentrent au chemin Roxham, puis leur dire, écoutez, c'est la province la plus pauvre ici, on va vous amener dans la 2e province la plus riche du Canada, puis les amener à Ottawa. C'est pas loin, c'est 150 km. Alors là, c'est eux autres qui auraient le problème. Il
faudrait qu'ils trouvent les écoles, puis parce que ça rentre. C'est 35 000 qui vont rentrer cette année par le chemin. Monsieur Nantel, je ne comprends pas que le gouvernement québécois s'impose tous les frais en ce moment. C'est le Québec qui paye, mais c'est le Canada qui les accueille. Encore une fois, vous disiez que les valeurs sont inversées. Vous savez que les immigrants qui sont dans ma famille, parce qu'ils sont de notre côté en général, là, parce qu'à force de taper sur le cul, on ne vient pas convaincre. Ouais. Mais pas tous, hein, pas tous. Il y en a qui ne parlent pas et ils continuent d'être contre nous. Mais c'est pas ça. Ils m'ont tous dit, la raison pour laquelle les immigrants votent non, c'est parce que c'est le Canada qui les a laissés rentrer au Québec. Ah ben j'ai dit merci. Les autres, ça ne leur coûte rien, c'est eux qui payent tout. C'est exactement ça que les Autochtones. Les Autochtones, qu'on est censé avoir massacrés dans les écoles, ils n'ont pas été massacrés. En passant, les prêtres, là, j'ai été avec des prêtres, j'étais devant un monastère, moi, puis j'étais enfant de cœur. J'en ai connu des centaines. Il n'y en a jamais un qui a essayé de me faire une passe. Puis j'étais tout seul dans une petite chapelle avec lui pour faire le serment de messe. La majorité des prêtres, c'était du bon monde, mais il y avait des pédophiles, il y avait du monde, des fous comme partout. Aujourd'hui, ils courent les rues, les fous. Avant, ils étaient dans l'Église catholique, puis ils priaient, mon Dieu, enlevez-moi ce péché de moi, etc. Puis bon, puis ils recommençaient 6 mois plus tard, parce que c'est Luther, le gars du protestantisme, il disait la concupiscence est invincible. Alors, il a lancé le protestantisme, puis il a marié sa maîtresse parce qu'il n'était pas capable de résister, il avait besoin des femmes. Bon, et tout. Dans le cas des pédophiles, c'est des enfants. Mais tout ça pour vous dire qu'ils ont fait ça avec les Autochtones. Dans la Constitution canadienne, tout ce qui concerne la population, y compris les Autochtones, c'est de ressort provincial. Ouais. Non, c'est le fédéral qui décide, mais c'est le Québec qui est censé, notamment dans les villes, il est censé donner les services aux Autochtones. Dans les réserves, là, bon, OK, ça c'est encore le fédéral, mais quand Legault a refusé de présenter des excuses parce que ce qui n'acceptait pas Legault, comme moi je ne l'accepte pas, c'est de se faire dire que nous, on a une tradition de massacrer les Autochtones. On a fait une entente avec les Autochtones de 1701 à 1760, la Grande Paix de Montréal, puis avec tous les groupes autochtones, y compris les Mohawks, et on l'a respecté. Alors, si vous voulez finir, vous pouvez y aller si vous voulez. Bien, M. Nantel, écoutez, ça résume, puis pour revenir au nationalisme ukrainien aussi, je voudrais juste vous entendre quelques mots pour conclure là-dessus. Vous parliez tantôt des intérêts et des valeurs occidentales. Et en Ukraine, le pourquoi que les Occidentaux, influencés beaucoup par l'idéologie anglaise, américaine, est complètement noyé dans les intérêts anglo-saxons. L'Empire américain a avantage en ce moment à faire régner des tensions en Ukraine et nous ont mis dans un narratif, dans un scénario hollywoodien. Quand on voit Zelensky faire ses tournées, on voit Bono aller là-bas, puis tout ça. Et ici, au Québec, et qu'on connaît un peu le nationalisme qu'ils défendent actuellement, on voit... mais Zelensky, il défend le nationalisme ukrainien. Nous, nos chefs, le Bloc québécois, entre autres, contre lesquels je me suis battu, on va défendre les intérêts du Québec. Ben, allez-y, défendez-les. Parlez du racisme systémique qui dure depuis 262 ans, qui leur mettent en dessous du nez. Ah non, ils ne le font pas. Ben non, parce que là, c'est ça, mais... c'est ce que je vous dis. Zelensky défend les intérêts des Ukrainiens. Ceci dit, en passant, je n'ai pas eu le temps de parler de l'Ukraine comme je voulais le faire parce qu'on s'est lancé sur le cas québécois, qui est un petit peu parce que c'est ma patrie. Mais un petit 5 minutes là-dessus, M. Nantel. Je veux vous entendre parler sur l'Ukraine avant de finir. On a un 5 minutes. C'est exploité. Il y a 4 mois seulement, l'Ukraine était dénoncée comme le pays le plus corrompu de l'Occident. Là, les Américains ont envoyé en quelques semaines 55 milliards de dollars dans un pays totalement corrompu. Alors, Zelensky peut être sûr qu'il va être milliardaire. Il l'est déjà, M. Nantel. Bon, ben, ça va être encore pire parce que ce qu'il va dire, c'est simple, c'est des armes. Il va dire on les a fait exploser, les armes, puis ils vont les revendre, les armes, en Afrique noire, ces affaires-là. En fait, c'est ça la corruption. Moi, vous savez, la guerre entre l'Ukraine et la Russie, moi, j'aime bien les Russes, le peuple russe. J'en ai connu beaucoup, c'est du bon monde, mais ils ne sont pas comme nous. Ils se sentent assiégés. J'aime pas beaucoup ce qu'ont fait leurs élites, surtout pas dans le temps du communisme, là, des folies, là, ils détruisaient tout. C'est incroyable tout ce qu'ils ont fait comme ça. Encore une fois, les gens devraient lire l'histoire.
Mais c'est incroyable qu'il y ait encore des gens qui soient communistes aujourd'hui. Ils ont fait pire que les nazis, pire. Ben oui, M. Nantel. Mais ça, c'est une histoire du passé. C'est plus des Soviétiques, c'est des Russes. Les gens, on voit réapparaître aussi tous les modèles psychiques de la guerre froide ressortir, rejaillir des pensées, la russophobie. On se retrouve en plein dans le cinéma américain avec Rocky contre Drago qui bat le méchant russe. Qui lui se drogue. C'est la propagande. Je le répète encore une fois, méfiez-vous de la propagande des chiffres qu'on vous donne même ici au Québec, là, sur le chômage, l'inflation. C'est tout des mensonges parce que ça va mal, ça va de plus en plus mal. Je n'ai pas eu le temps d'en parler, je vais en parler. On parlera dans une autre émission, s'il vous plaît, la semaine prochaine. Oui. Et la chose que je dis, c'est que l'Ukraine, on va en recevoir beaucoup d'Ukrainiens dans Montréal. Et vous allez voir, c'est du bon monde. C'est du bon monde, fondamentalement. C'est des folies, cette guerre-là. Poutine a fait une faute. J'ai expliqué l'autre jour. Il a fait 2 fautes. La première, la faute morale, c'est de jouer avec les frontières. On ne touche pas aux frontières. Encore une fois, j'avertis les fédéralistes québécois, on ne touche pas les frontières. C'est comme ça. Deuxième des choses, sans qu'on laisse la morale de côté, il a fait l'erreur de ne pas y aller avec toute la gomme, tout ce qu'il y avait pour prendre l'Ukraine, comme ils ont fait avec la Tchécoslovaquie puis la Hongrie en 1956 puis en 1968. Il fallait qu'ils conquièrent l'Ukraine d'un coup, avec 500 000 hommes, de façon à ce qu'il n'y ait pas le temps de creuser des tranchées et de recevoir des armes du reste du monde. Là, ils ont gagné suffisamment de temps, les Ukrainiens, que là, les armes sont entrées, les gens savent de plus en plus comment se défendre, ils leur montrent des techniques de guérilla. Puis là, Poutine a perdu militairement, mais il va gagner économiquement. Puis ça, c'est ce que je n'ai pas eu le temps d'expliquer. Il va gagner économiquement, puis c'est d'ici l'hiver prochain, parce qu'il tient les Européens par le sensible. Absolument. Et ça, M. Nantel, on va en parler la semaine prochaine. Je vais vous réinviter la semaine prochaine parce qu'effectivement, la guerre actuellement n'est pas au niveau nécessairement militaire. En Ukraine, oui, mais il y a une guerre économique actuellement mondiale qui se joue et ça joue très dur actuellement. Et ça... on va vous réinviter la semaine prochaine pour en parler. Alors, je regrette beaucoup cette guerre. C'est une guerre vraiment imbécile dans des continents, des populations. Puis là, l'Ukraine, Zelensky est pressé de se signer la paix, même s'il a gagné la guerre, parce que les Russes, pour se venger, sont en train de détruire l'Ukraine. Pas détruire les Ukrainiens, détruire les ponts, les routes, les aéroports. Et il dit que les Russes vont payer. Les Russes n'ont pas payé leur dette de 1945 aux Américains, qui leur ont envoyé des millions de camions, des tanks, tout ce que vous voulez. Les Russes ne paient pas. Ils ne paieront pas, puis on n'est pas capable de les forcer à payer. Alors, écoutez, je vous remercie de m'avoir fait venir. Merci, M. Nantel. Alors, c'était Jean-Jacques Nantel qui était à Brochu en direct ce lundi 16 mai.